Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. L'alerte aux inondations a bien fonctionné dans le sud de la France et elle a permis d'éviter le pire. Malgré des pluies torrentielles, aucune victime n'est à signaler, dans le Gard notamment. Gros dégâts en revanche dans le Var, à la Londe des Morts par exemple, où une dizaine de bateaux ont coulé. Aux États-Unis, après le cyclone, les zones dévastées sont maintenant confrontées aux bactéries transmises par l'eau sale. On compte déjà 5 morts de maladie. À la Nouvelle-Orléans, un quart des maisons sont considérées comme irrécupérables. En France, pour la première fois depuis 10 ans, Jacques Chirac, toujours hospitalisé, n'a pas assisté au Conseil des ministres. C'est donc Dominique de Villepin qui a endossé pour quelques minutes le costume présidentiel. Une embellie pour la sécurité routière. Après les mauvais chiffres du mois de juillet, le nombre de morts repart à la baisse, moins 12% au mois d'août. Cela représente 63 vies sauvées. La première élection présidentielle pluraliste en Égypte, débordée par son succès, des files d'attente sans fin, beaucoup de confusion. De nombreuses irrégularités auraient également été signalées. Enfin, cette première mondiale en France, des vignes génétiquement modifiées ont été plantées par les scientifiques de l'INRA à quelques kilomètres des vignobles alsaciens. Il s'agit de recherches sur les virus qui attaquent le raisin, inquiétude des écologistes et des vignerons. Pas d'affolement et beaucoup de discipline. Il a beaucoup plu même hier soir sur le sud de la France, mais peut-être pas autant que prévu. On redoutait une catastrophe. Finalement, les dégâts sont donc limités. Anouk Burel. Le pire était attendu et redouté. Des routes bloquées au milieu de la nuit et la pluie qui ne cesse pas de tomber. Ici, sur la route d'Agde, dans l'Hérault, il est tombé en 1 heure l'équivalent de 2 mois de pluie. Un véritable déluge. Dans ce camping, caravane, mobil-home, voiture, tout est pris au piège sous 1 mètre d'eau. Ma caravane est carrément sous eau, quoi. Elle est inondée plus ou moins jusqu'au matelas. Dans la nuit, toujours sous les orages, les touristes sont évacués par bus spéciaux. Plus de 3000 personnes dans l'Hérault. Ils ont passé la nuit dans des gymnases. L'alerte enfin a été levée ce matin. L'heure est désormais au nettoyage. La boue et l'eau ont envahi les maisons, comme ici à Lunel, dans l'Hérault. Je vais vous dire une chose, je suis tellement écœuré que je n'ai même pas la force de faire quelque chose. Non, à la fin c'est décourageant. Même constat à Aubord, près de Nîmes. La boue a envahi le village, 150 maisons sont complètement sinistrées, les rues défigurées. Tout sortir, tout trier, jeter tout ce qu'il y a à jeter, sauver ce qu'il y a à sauver. Il est tombé ici l'équivalent de 5 mois de pluie. Heureusement, le scénario de 2002 ne s'est pas reproduit. Aucun blessé n'est à déplorer. Et si des orages sont prévus pour ce soir, ils seront sans doute beaucoup moins violents cette fois-ci. On a souvent tendance à insister sur ce qui ne marche pas. Eh bien, cette fois, de toute évidence, les leçons du passé ont été tirées. Les réflexes étaient bien en place. Les procédures d'alerte ont fonctionné. Près de Montpellier, reportage Hélène Verne, Cyril Paquier. Les unes après les autres, les rues de Lunel dans l'Hérault sont envahies par les eaux. Très vite, les habitants s'organisent. On n'en est qu'au début des intempéries. En cellule de crise de la préfecture, le risque est jugé maximum. L'alerte rouge a été déclenchée avec 7 heures d'anticipation sur la prochaine vague orageuse annoncée violente. Ce que nous avons tenté de faire toute la journée, c'est de faire en sorte de fluidifier le trafic pour se retrouver, si possible, à partir de 18 heures avec un risque minimum sur les routes. Des mesures de précaution coordonnées par les services de l'État et relayées immédiatement sur les ondes de France Bleu Hérault. Émission spéciale, dispositif spécial. Des points routes, des infos pratiques diffusées en permanence. La radio permet de donner des informations en temps réel, instantanément, et à un moment donné où les gens ont des inquiétudes, des attentes, on peut y répondre immédiatement. Donc on se sent utile aussi. Il faut dire que la région garde en mémoire des inondations meurtrières, des digues éventrées. C'était en septembre 2002. Dans la commune de Latte, c'est aujourd'hui le maire en personne qui vient dissuader ses riverains de rester. Je peux vous dire que toutes mes équipes et moi-même, quand on était dans la rue à 18h, on s'est rendu compte qu'à 85% les gens étaient chez eux. Et là, c'est quand même beaucoup plus rassurant, c'est plus opérationnel. Et on sait pertinemment que dans ces cas-là, si malheureusement le pire arrive, eh bien les gens sont en protection. Et en bout de chaîne, les habitants expriment leur satisfaction. Ici à Latte, je pense que tout le monde a écouté, tout le monde est resté chez soi, tout le monde a fait attention. Et il y a beaucoup moins de risques. Cette notion de risque, on la connaît maintenant, on la connaît. On en parle assez ici des inondations.
Mais à Latte comme ailleurs, il a fallu compter sur la chance. S'il n'y a pas de victimes à déplorer, c'est aussi et surtout parce que les pluies ont été moins intenses que prévu. Cela dit, dans certaines villes, même si les habitants étaient préparés, ils sont ce soir à bout de nerfs. Chaque année, à la même époque, c'est la même chose. Les pieds dans l'eau, la boue dans la maison. À Vauvert, reportage Thierry Curtet, Philippe Mugerin. Si vous rentrez chez vous, que vous avez 80 cm d'eau chez vous, je pense que vous serez énervé vous aussi. Isabelle habite Vauvert depuis 18 mois. C'est sa première inondation. Lorsqu'elle achète sa maison, ses voisins lui expliquent que l'eau a bien tout envahi en 2003, mais que la situation était alors exceptionnelle. Sauf que... Ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire, pourquoi? En peu de temps, ça fait 2 fois. Hein. Vous l'expliquez, vous? Moi, je l'explique. Si des travaux étaient faits, ça irait un peu mieux, c'est tout. Il y a intérêt à débloquer de l'argent, hein, parce que sinon, chaque année, on va prendre un bouillon. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Hein. Et on ne va pas déménager non plus. Hein. Visée, la mairie. Depuis 2003, elle a promis des bassins de rétention d'eau contre les inondations par ruissellement venant de la colline. Mais hier, c'est le canal qui a débordé et l'eau qui est montée. Le maire, lui, se creuse la tête et ne voit qu'une cause à toutes ces catastrophes. Les équipes sont... Moi, je pense que c'est un problème climatique, dans des étés très chauds, des sécheresses, et puis à un moment donné, un phénomène climatique qui fait que les pluies sont beaucoup plus intenses, puisque hier, j'ai vu ça sur les chiffres donnés par le Prédict, on parlait de 300 mm tombés sur Vauvert à 20 heures. Le plan d'occupation des sols, les constructions en zone inondable ne seraient donc pas un problème. Pourtant, à la caserne des pompiers, tout juste restaurée, on nettoie aussi aujourd'hui. Deuxième inondation en 3 ans. Mais là, on s'est adapté. Des portes étanches, des prises électriques surélevées. Et quand l'eau arrive, les pompiers ouvrent les portes. Le torrent traverse le hangar sans rien casser. Il a beaucoup plu aussi plus à l'est, notamment autour de Cannes, Antibes ou Nice. Conséquence, cet éboulement rocheux a fait un mort sur l'autoroute A8 entre la Turbie et Roquebrune-Cap-Martin en fin d'après-midi. La circulation a été coupée dans les 2 sens. Elle ne devrait pas être rétablie avant plusieurs heures. Gros dégâts aussi dans le Var, à Bormes-les-Mimosas, au Lavandou et surtout à Lalonde-les-Morts, où une trentaine de bateaux amarrés dans le port ont été projetés sur les digues et les pontons. Certains ont carrément coulé, d'autres sont très abîmés. Des campings et des lotissements ont également été évacués. Demain, la pluie et les orages perdront de leur vigueur, mais restez vigilants, en particulier si vous habitez le Languedoc-Roussillon. La vigilance orange, vous le voyez, est prolongée jusqu'à midi dans l'Aude, l'Hérault et le Gard. Les conséquences du cyclone Katrina aux États-Unis, je vous le disais, on redoute maintenant les maladies transmises par l'eau sale et stagnante. Les autorités médicales indiquent que 5 personnes sont mortes après avoir contracté une bactérie. Laurent Boussier, Ariel Monange. Des centaines de cadavres qui flottent depuis des jours dans de l'eau stagnante, des égouts qui débordent, du carburant, des produits chimiques et surtout des milliers de tonnes de déchets plus ou moins toxiques. À la Nouvelle-Orléans, la pollution de l'eau est devenue un problème majeur. Un problème de santé publique, 5 personnes au moins sont déjà mortes de maladies dues à un contact avec de l'eau insalubre et on ne compte plus les cas de maladies de la peau, de fièvre bactérienne, de boutons ou d'infections. Les personnes âgées qui ont un système immunitaire plus faible et bien sûr les jeunes enfants sont à risque. N'importe quelle maladie peut devenir dangereuse et peut être mortelle. Les prélèvements faits régulièrement depuis le début de la catastrophe prouvent une multiplication inquiétante des bactéries, des virus et des parasites. Situation classique dans un environnement sanitaire insalubre. On va avoir une multiplication de bactéries. Celles-ci ont besoin de certains facteurs pour se développer, la chaleur, l'eau, la nourriture, et tout ça se trouve dans l'eau, d'où un développement très rapide des bactéries. L'entassement de milliers de personnes dans des stades ou des camps de fortune multiplie aussi les risques d'épidémie. Depuis 24 heures, l'armée américaine vaccine contre l'hépatite A tous ceux, secouristes, policiers, soldats ou journalistes qui restent sur place. Devant cette situation sanitaire préoccupante, les autorités locales et nationales ont décidé d'accélérer l'évacuation des derniers ressortissants de la Nouvelle-Orléans. Des opérations de secours qui ont déjà coûté près de 3 milliards de dollars.
Des autorités qui viennent également d'appeler il y a quelques minutes tous les habitants à éviter le contact avec l'eau qui inonde la ville de la Nouvelle-Orléans en raison de la contamination par les bactéries. Une image que personne n'aurait imaginée il y a quelques semaines encore. Ces équipes de secouristes français à l'œuvre aux États-Unis. Ils sont installés dans l'agglomération de la Nouvelle-Orléans et sont au travail depuis leur arrivée il y a quelques heures. La Nouvelle-Orléans, on l'évoquait hier, qui est quadrillée par les forces de l'ordre. En revanche, certaines zones du Mississippi étaient jusque-là restées isolées. Les soldats et les secours viennent seulement d'y arriver. Voici ce qu'ils ont découvert. Commentaire Gilles Marinet. Des hydroglisseurs militaires. À l'intérieur, des véhicules, du matériel, des troupes. Les secours arrivent par la mer dans la région de Biloxi, Mississippi. Débarquement dans une zone totalement dévastée. C'est un grand espoir pour tout le monde. On a eu tellement de destruction. Beaucoup de gens n'ont plus de maison. On attendait du secours depuis une semaine. Voilà ce que les soldats vont découvrir en quittant la plage. La côte a été balayée par des vagues énormes. À l'intérieur des terres, les maisons en bois n'ont pas résisté à l'ouragan. Le nombre des victimes est encore inconnu. Le feu, cette fois à la Nouvelle-Orléans. Après l'inondation, la ville est toujours en proie aux flammes. Inondées, incendiées ou effondrées, 160 000 maisons sont jugées irrécupérables. Aux alentours de la ville, quelques pompes ont commencé à fonctionner. Le niveau baisse, certes, mais très lentement. On travaille sans arrêt depuis mardi, le lendemain de la catastrophe. On a un peu progressé, mais ça va prendre beaucoup de temps. Il y a énormément d'eau. La ville ne sera pas asséchée avant plusieurs semaines, selon les prévisions les plus optimistes. Dans l'astrodome de Houston, Texas, des milliers de réfugiés ne savent pas de quoi l'avenir sera fait. Une priorité, quitter les lieux. On essaye de trouver une maison. Les enfants sont malades, ils ne supportent pas de manger toujours froid. 32 000 personnes, elles, n'ont toujours pas quitté la Nouvelle-Orléans où la situation sanitaire ne fait qu'empirer. Oui, 32 000 personnes sur un total de 450 000 avant le passage du cyclone. Devant les risques sanitaires, on les évoquait tout à l'heure, les autorités sont décidées à les évacuer de force s'il le faut. Envoyés spéciaux Jacques Cardoz, Bruno Giraudon. L'opération a mobilisé plusieurs centaines d'hommes, militaires, membres de la garde nationale et policiers de différentes unités, y compris les forces spéciales. La mission est simple, il s'agit d'aller chercher les derniers habitants. Et tant pis pour la manière. Faites attention à vous les gars, ouvrez bien les yeux, il pourrait y avoir des tirs. Ça serait terrible pour nous. Alors n'hésitez pas à tirer ou bien à appeler du renfort. À entendre l'officier, on s'imagine la ville en guerre. Nous décidons de suivre cette équipe de policiers spécialisés. Il ne leur manque rien, ils sont surarmés. Face à eux, les derniers récalcitrants restés chez eux n'ont pourtant rien de très menaçant. Ces derniers jours, la ville a été vidée de ses quelques 500 000 habitants et sans doute aussi des pillards ou des gangs. Quand les gens n'ont pas l'intention de sortir, qu'est-ce que vous leur dites? Eh bien, nous les forçons à partir. Cette dame pensait pouvoir échapper à l'exil. Un comble, ce n'est pas l'ouragan qui la poussera à partir, mais les forces de sécurité de son pays. Il n'y aura pas de faveur accordée. Cela semble démuni, sans le sou, et tant pis, eux aussi devront tout laisser derrière eux. Il y a quelques jours, nous pensions nous en sortir, mais là, c'est une véritable catastrophe. Nous sommes obligés de partir. Ils n'auront droit qu'à quelques effets personnels. À la Nouvelle-Orléans, il règne une atmosphère si particulière. Peu de vie, peu d'âme, mais beaucoup de bruit. Et désormais, ce sont les incendies qui succèdent aux inondations. La Nouvelle-Orléans semble si lointaine d'une société civilisée. Jacques Cardoz qu'on retrouve en direct. Bonsoir Jacques. Il y a une autre chose assez surprenante 9 jours après le cyclone, c'est que les autorités n'ont toujours pas donné de bilan des victimes. Est-ce parce qu'elles sont incapables de le faire ou est-ce une volonté parce que le chiffre serait effrayant? Écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le chiffre officiel de quelques centaines de morts, personne n'y croit. Et d'ailleurs, les médias préparent l'opinion d'une certaine façon à un chiffre, effectivement, vous le disiez, qui serait sans doute beaucoup plus lourd. Le maire de la ville a évoqué peut-être 5000 victimes. Un sénateur américain a lui évoqué
10 000 victimes, on ne sait pas trop. Alors comment expliquer ce décalage? Eh bien, probablement que les autorités, après ce qui s'est passé, après la première salve de critiques, ont envie d'attendre, de temporiser, de jouer la montre, avant d'être certains du chiffre à annoncer à la population. Jacques, on était sans nouvelles d'une quarantaine de Français. Vous nous indiquez qu'un certain nombre d'entre eux ont été localisés. Oui, vous savez, ces dernières heures, le Quai d'Orsay a envoyé une équipe spécialisée composée de médecins, de psychologues. Ils ont réussi à extraire de la ville, de la zone de crise, comme on dit, 33 Français. Cette équipe est encore sur place pour tenter de trouver ceux qui sont encore manquants. Une dernière chose rapidement, vous venez d'arriver, Jacques, sur place avec Bruno Girondon. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé à la Nouvelle-Orléans en arrivant? Bien, écoutez, ce qui a été très frappant, c'est l'image de cette ville énorme, parce qu'il y a quand même des buildings, beaucoup de rues, c'est une très grosse ville, et cette ville qui était comme figée. Alors c'est une expression un peu toute faite, mais qui n'a jamais pour nous aussi bien porté son nom. Lorsqu'on est arrivé ce matin, on a vu cette ville comme figée, et ça, d'une certaine façon, fait travailler un petit peu notre imaginaire. On s'est imaginé ce que les gens ici ont dû endurer durant ces dernières heures et au moment évidemment du passage de Katrina. Merci Jacques. Un dernier mot avant de refermer ce chapitre avec ce qu'il faut bien appeler la gaffe de Barbara Bush, l'épouse de George Bush père. Elle rendait visite aux rescapés accueillis au Texas. Ce qui est un peu effrayant, c'est qu'ils veulent tous rester ici, a-t-elle indiqué. Selon les autorités du Texas, selon l'État aurait accueilli quelques 200 000 personnes. En France, pour la première fois depuis son élection à la présidence de la République, Jacques Chirac n'a pas assisté aujourd'hui au Conseil des ministres. C'est donc Dominique de Villepin qui a endossé pour quelques minutes le costume présidentiel. Mais tout avait été fait pour banaliser l'événement et montrer qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir. La consigne était claire, circuler, il n'y a rien à voir. Véronique Saint-Olive, Philippe Turpot. 9h45 ce matin, le Premier ministre vient de passer 1 heure avec le président de la République. Objectif, montrer que Jacques Chirac, à l'hôpital, continue de donner ses instructions. Pour la première fois, en effet, depuis 10 ans, le chef de l'État ne présidera pas le Conseil des ministres, qui se tient donc exceptionnellement à Matignon. Dans la cour, les journalistes sont tenus à l'écart. On pourrait même les croire transparents, car une fois n'est pas coutume, les ministres ne les voient pas. Consignes ou surdité collective, ils ne les entendent pas non plus. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Breton. Allô, allô. Des ministres qui s'étaient retrouvés auparavant dans cette salle où ni photographe ni caméraman n'ont pu immortaliser la scène. Dominique de Villepin, président, face à Nicolas Sarkozy. Seule l'information officielle passe. L'ambiance du Conseil était comme à l'habitude, évidemment très studieuse. Jacques Chirac, qui sortira de l'hôpital vendredi ou samedi, attend lui le feu vert des médecins pour décider de se rendre ou pas au sommet de l'ONU à New York la semaine prochaine. Dominique de Villepin, on s'en souvient, avait indiqué, peu après sa nomination comme Premier ministre, qu'il se donnait 100 jours pour restaurer un climat de confiance. Eh bien, nous y sommes, ce sera très exactement demain. À l'heure de ce premier bilan, il y a du bon et du moins bon. Jean-Baptiste Prédaly, Nadine Picard. 100 jours pour étonner, communiquer, imposer une image et une personnalité. 100 jours comme une course contre la montre. Dominique de Villepin s'est longtemps préparé à devenir Premier ministre. Mais depuis sa nomination à Matignon, il a beaucoup pratiqué l'art du contre-pied. On le disait volontiers lyrique, éloigné des réalités. Dès les premiers jours, il choisit la sobriété. Je veux fixer les repères, tracer la voie, remettre la France en marche. On va pas vous déranger. À Matignon, on ne parle plus que de bataille pour l'emploi. Les gestes symboliques suivent, visite de terrain à la NPE, message, le Premier ministre se mobilise et il est à l'écoute des Français. La course contre le calendrier se poursuit. Chaque mois, une conférence de presse. Merci. Chaque semaine, un déplacement. Le chômage passe sous la barre des 10%. Premier résultat concret, souligne-t-on à Matignon. Mais la course de vitesse est aussi politique. Avec Nicolas Sarkozy, le président de l'UMP, officiellement, il n'y a pas de concurrence. Dans les sondages de popularité, pourtant, le Premier ministre, parti bas, progresse. Il apparaît désormais comme un concurrent. Du coup,
lorsque le ministre de l'Intérieur redevient chef de parti. Sur le chômage, par exemple, les 100 jours de Dominique de Villepin n'ont pas l'air de l'avoir impressionné. Je l'affirme, depuis des décennies, en France, on ne combat pas le chômage, on le gère. On ne veut pas créer des emplois, on veut créer des statuts. À gauche, sans surprise, le charme de Villepin n'agit pas. Vous avez raison. Nous avons maintenant une nouvelle forme de communication qui est de laisser croire qu'il y aurait un changement. Hélas, les Français ne le constatent pas. Ils constatent que c'est la même politique qui se poursuit sous des formes différentes. Le climat économique et social de la rentrée est morose. Dominique de Villepin, lui, parle de deuxième phase de son action. Il parle aussi de croissance sociale. C'est une formule, un programme et peut-être un projet pour la suite. Le gouvernement qui doit faire face à la crise du pétrole et qui avait annoncé, vous le savez, le versement de 75 € pour les ménages modestes chauffés au fioul afin de compenser le surplus fiscal. Si vous êtes concerné, voici le formulaire que vous trouverez à la trésorerie ou sur Internet et que vous devrez remplir. La somme sera versée avant la fin de l'année. Il en coûtera 300 millions d'euros à l'État. Une embellie pour la sécurité routière. On craignait un relâchement après les mauvais chiffres du mois de juillet. Eh bien, le civisme ou la peur du gendarme est toujours de mise. Le mois d'août, traditionnellement chargé, marque une baisse de 12%. Cela représente 63 vies sauvées. Nicolas Lemarinier, Marc de Langenhagen. Mesdames, bonjour. Plus de contrôle, des automobilistes plus vigilants, mais aussi des conditions météo favorables. Le mois dernier, le nombre de tués sur les routes a fortement diminué. En août 2005, 441 automobilistes sont morts sur les routes françaises. En août 2004, 504 personnes avaient perdu la vie, une baisse de 12,5% sur un an. En juillet dernier, le nombre de morts avait été particulièrement élevé, 566 victimes. Alors les chiffres d'août rassurent le gouvernement. L'annonce des mauvais résultats du mois de juillet a produit un électrochoc et a conduit vraiment les usagers à adapter leur comportement et à être beaucoup plus prudents sur la route. Les résultats sont là. De janvier à août 2005, la route a tué 3280 personnes. Sur la même période, en 2004, on comptait 3394 morts, moins 3,4%. Le gouvernement n'a pas l'intention de relâcher la pression. Il compte atteindre les 1000 radars automatiques fin 2005 et souhaite en installer 500 supplémentaires en 2006. Toujours à propos de transport, les experts en sécurité aérienne des 25 pays de l'Union européenne sont réunis en ce moment à Bruxelles. Objectif, élaborer une liste noire des compagnies aériennes peu sûres ou négligentes. Vous le savez, plusieurs pays, dont la France ou la Grande-Bretagne, ont élaboré une telle liste. Il s'agit maintenant d'harmoniser les critères et l'idée est qu'une compagnie interdite dans l'un des pays membres le soit dans toute l'Union. À ce sujet, on vient d'apprendre l'incroyable explication de l'accident de l'avion ATR 72 le 6 août dernier au large de la Sicile qui avait fait 16 morts. Il s'agissait d'une panne de carburant et selon les enquêteurs, le pilote a été trompé par une jauge installée la veille et qui n'était pas adaptée à ce modèle d'appareil. Les deux moteurs se sont donc arrêtés en plein vol. La compagnie concernée, Tuninter, a été immédiatement interdite en Italie. Et puis, chacun a encore en mémoire les 160 morts, dont 152 vacanciers martiniquais de la West Caribbean, également au mois d'août. Eh bien, nous livrons ce soir de nouvelles révélations sur cette compagnie et sur l'accumulation de négligence. Par exemple, ses actionnaires sont des prête-noms et les pièces détachées passaient d'un avion à l'autre. Enquête en Colombie, signée Amaury Guibert, Franck Brisset. C'est au bord des pistes de l'aéroport de Medellín que l'on trouve le trésor de la West Caribbean. En guise de trésor, un hangar et 2 épaves. Des MD-82 que l'on a désossés. Les moteurs ne sont plus là. À l'intérieur, les sièges sont d'un autre âge. Selon ce document de la compagnie, tous les avions étaient en maintenance avant l'accident du Venezuela. Tous, sauf un, celui qui s'est écrasé. Cela cacherait des pratiques douteuses. C'est l'accusation de cet homme rencontré à Medellín, un ancien proche de la compagnie qui témoigne visage caché par peur des représailles. L'avion qui s'est écrasé, il le réparait avec des pièces de rechange qu'il prenait sur les autres MD-82 qui étaient au sol. S'il te manque une pompe par exemple, tu peux aller la prendre sur un autre appareil. Ça, la West Caribbean le faisait. Cela s'apparente à du trafic de pièces détachées. Et à Medellín, ancien fief des cartels de la drogue, les rumeurs vont bon train. Y a-t-il derrière tout cela de l'argent sale ? Le ministère des Transports a ouvert une enquête, l'entreprise a été placée sous contrôle, ses comptes analysés et ses propriétaires identifiés.
Nous avons examiné les certificats de la société et les actionnaires qui apparaissent sur ces certificats ne figurent pas sur la liste noire des trafiquants. Rien ne nous laisse penser que ces gens sont en rapport avec de l'argent sale. Mais qui sont ces actionnaires? En voici la liste, et certains d'entre eux, comme cet homme, n'ont pas vraiment le profil de propriétaire d'une compagnie aérienne. Lui, c'est un mécanicien de l'aéroport, l'homme à tout faire. Il gagne entre 100 et 150 euros par mois. Ça veut dire que quand vous êtes propriétaire d'une compagnie, vous pouvez gagner maximum 150 euros par mois. Des hommes de paille, très certainement, les vrais propriétaires restent dans l'ombre. Autre exemple troublant avec cet homme. Il se présente comme le directeur de la compagnie, mais on ne trouve pas sa trace dans l'organigramme. 100% colombien, peut-on lire sur le hangar de la West Caribbean, un slogan qui, sans ironie, résume assez bien la réalité de la compagnie. Une structure opaque, une gestion pour le moins hasardeuse, un vrai labyrinthe qui risque de ne pas faciliter l'enquête menée par les 2 juges d'instruction français. À l'étranger, l'élection présidentielle en Égypte. Pour la première fois, les électeurs ont le choix entre plusieurs candidats, même si Hosni Moubarak semble assuré d'être réélu. Le vote a tourné en fait aujourd'hui à la confusion. Les bureaux étaient, semble-t-il, mal préparés. Des électeurs ont aussi été bousculés ou intimidés. Envoyés spéciaux au Caire, Yann Franti, Dominique Bonnet. En ce jour historique, le Caire n'a rien changé à ses habitudes. La capitale égyptienne est toujours aussi animée, noire de monde. Dans les bureaux de vote, l'atmosphère est pourtant moins fébrile, car chacun a conscience de vivre un moment très particulier. C'est une grande victoire, une étape décisive vers la démocratie. Tout Égyptien devrait faire comme moi, voter pour élire le meilleur président. Le bulletin est composé de 10 lignes, une pour chaque candidat, avec un symbole pour chacun d'entre eux, comme la lune ou encore le palmier. Un détail utile dans un pays qui compte 50% d'analphabètes. Une fois le bulletin glissé dans l'urne, tous les votants doivent alors tremper leurs doigts dans une encre indélébile. Hosni Moubarak, le président, l'a fait lui aussi tôt ce matin dans le quartier chic d'Héliopolis. Tout comme Ayman Nour, l'un de ses principaux rivaux, qui a préféré les quartiers populaires pour surveiller le bon déroulement du scrutin. Certains de mes partisans ont noté des choses pas claires, on doit vérifier, mais on suspecte des fraudes dans plusieurs bureaux du pays. Et puis regardez, j'ai déjà voté, moi, mais l'encre a disparu de mon doigt. Le scrutin d'aujourd'hui est sans enjeu ou presque. Tous les observateurs se l'accordent. Hosni Moubarak est quasiment sûr d'être réélu aujourd'hui. La seule incertitude étant de savoir comment il le sera et surtout avec combien de voix. Les résultats officiels ne devraient pas être publiés avant le week-end prochain. Au Proche-Orient, la guerre des clans menace à nouveau à Gaza. L'un des hommes forts du territoire, Moussa Arafat, cousin de Yasser Arafat et conseiller militaire de son successeur, Mahmoud Abbas, a été assassiné par des hommes armés à son domicile. Il était considéré par beaucoup comme un symbole de la corruption qui ronge l'autorité palestinienne. Son fils a été enlevé, action revendiquée par un groupe armé, les comités de résistance populaire. Retour en France avec d'abord cette décision de justice. L'humoriste Dieudonné, accusé de diffamation raciale après son sketch controversé sur France 3, a été relaxé par la Cour d'appel de Paris. La journée de mobilisation pour les handicapés, elle aura lieu demain à l'initiative de l'Association des paralysés de France. Objectif cette année, l'application de la loi votée en février dernier sur l'accessibilité. Il est toujours très difficile lorsqu'on est en fauteuil roulant d'accéder au transport, aux bâtiments, mais aussi à l'école. C'est pourtant une obligation. Certains établissements ont pris les devants. Voici l'exemple très positif du lycée Paul-Émile Victor de la ville d'Osny dans le Val d'Oise. L'intégration en marche, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Laetitia Legendre, Rémi Poissonnier. Chaque matin, certains élèves arrivent en taxi au lycée. Et c'est un privilège dont ils se passeraient volontiers. Myopathes, Sébastien et Benoît font souvent 1 heure de trajet pour étudier. Car le lycée de leur quartier ne pouvait pas les accueillir. Il n'y avait pas d'ascenseur, il y avait des escaliers et les locaux n'étaient pas adaptés. Élèves en terminale technologique, Sébastien et Benoît suivent une scolarité presque normale, malgré la fatigue et un emploi du temps souvent très lourd. 3 heures de kiné, 5 heures de soins avec l'infirmière, plus les devoirs, les soirées souvent s'éternisent. Fadia, l'an dernier, avait 2 heures de transport chaque jour. Cette année, ses parents se sont installés à proximité du lycée pour faciliter un peu plus son intégration. Ça prend du temps, c'est fatigant et puis, je sais pas,
Déjà, j'ai déjà fait l'essai avec un autre établissement et puis ça perturbe un peu la scolarité. Au niveau des devoirs, on n'a pas le temps de tout harmoniser. Donc là, c'est clair que ça aide beaucoup de trouver un lycée accessible à proximité. Tous ces sacrifices n'ont pas été vains. Fadia figure régulièrement parmi les meilleurs élèves de sa classe. C'est tout juste si son handicap ne passe pas inaperçu. Je pense qu'un enseignant doit s'adapter à tout élève. Quel qu'il soit, on s'adapte bien à des élèves pénibles, quelquefois, c'est peut-être plus handicapant, ça je vous l'avoue. S'adapter, c'est aussi ce que l'on exige de Julien, le nouvel auxiliaire de Benoît. En permanence à ses côtés au lycée, il est à la fois sa main, sa fourchette, son stylo. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu arriverais à l'expliquer avec ce qu'on vient de dire? J'accompagne Benoît au quotidien, donc c'est pour les cours, la prise de notes, le repas le midi. Et voilà, puis aussi pour la vie quotidienne. Les auxiliaires ayant fait leurs preuves, le ministère promet cette année la création de 800 postes de ce type. Un début car en France, selon les associations, entre 6 000 et 15 000 enfants malades ou handicapés ne seraient pas scolarisés. Et ce n'est pas forcément qu'une question de moyens. Ça n'est absolument pas coûteux. Les équipements de la région Île-de-France permettent d'accueillir normalement des élèves handicapés. Il faut s'adapter, mais il n'y a pas de difficulté financière. Si ces dernières années, dans ce lycée, le regard sur le handicap a changé, Fadia, Sébastien et Benoît n'oublient pas qu'il leur faudra continuer à se battre une fois le bac en poche, afin de trouver leur place à l'université. Pour tous les élèves, la rentrée, c'est aussi le retour à la cantine. On connaît le refrain, beaucoup d'enfants se plaignent de ce qu'ils mangent. Eh bien, à Salon de Provence, ils n'ont aucune excuse. Le lycée a embauché un chef étoilé. Un buffet est même proposé aux élèves. Reportage Yannick Aroussi, Benoît Jourdan. Vous êtes en forme? Un mot pour chaque lycéen. Tu frises toujours autant. Fais gaffe. Pour le chef, l'élève mérite toutes les attentions de l'accueil à l'assiette. Pas moins de 10 entrées au choix dans ce buffet de hors-d'œuvre. Tout est préparé sur place par les 3 cuisiniers. Il y a beaucoup de choix. Et ça change du collège. Franchement, ouais, c'est sympa. C'est un libre service en plus, donc si on en veut, on se resserre quand on veut. Et c'est nouveau, donc c'est bien. Ouais. Là, au self, les gamins, ils se sont jetés dessus. Hier, ils ont vu ces carottes oranges qui sentaient bon. Ils les ont prises. D'habitude, ils les prennent pas. Toutes les crudités proviennent de l'agriculture biologique et sont rigoureusement choisies. Il veut que ça soit du premier choix et qu'il n'y ait aucun reproche à faire dessus. Avant de plonger dans la restauration scolaire, Dominique Valadier travaillait dans des établissements étoilés. Mais le chef atypique s'est vite lassé des rapports mercantiles. C'est l'avantage qu'on a, c'est que nous, on ne gagne rien. Ça veut dire que toute la part de bénéfices qu'il pourrait y avoir dans un repas, elle est forcément intégrée dans la qualité du repas. Budget serré, 2 € par repas, mais avec rigueur et imagination, Dominique régale les lycéens depuis 15 ans. Ouais, au restaurant des fois. 15 ans. Ouais, carrément. C'est tous les jours le restaurant. Ouais, regardez. Tous les jours le restaurant, quoi. Ouais. Ce jour-là, c'était couscous pour tout le monde. Mais demain, les jeunes auront le choix entre moussaka et moules aux épinards, puis vendredi, saumon à l'oseille ou agneau massalé. 1000 couverts chaque midi, 2 tiers des lycéens sont demi-pensionnaires. La réputation de la cantine attire la plupart des élèves qui franchissent la porte de l'établissement. Les sciences avec cette première mondiale en France, des vignes génétiquement modifiées. Elles ont été plantées par les scientifiques de l'INRA à quelques kilomètres des vignobles alsaciens. Il s'agit de recherches sur les virus qui attaquent le raisin. Florence Mavic. À l'œil nu, rien ne distingue ces fragiles petits pieds de vigne génétiquement modifiés des autres plants cultivés dans le vignoble alsacien. Sortis de leur serre, 70 plants expérimentaux vont désormais pousser en pleine terre à l'air libre. La partie transgénique, c'est la partie porte-greffe, et au-dessus, la partie qui pourrait produire éventuellement des fleurs et non transgénique. Mais en tout état de cause, dans cet essai, on ne produira ni fleurs, ni raisins, ni vin. C'est un objet de recherche. L'objectif de cette recherche, c'est de vérifier si ces vignes génétiquement modifiées vont résister naturellement à un virus qui fait des ravages. 30% du vignoble français serait touché par un petit ver qui attaque les racines. Pour combattre l'ennemi, les vignerons utilisent un insecticide très toxique. Pour les scientifiques, une vigne qui saurait se défendre toute seule a donc de quoi séduire.
Mais les associations écologistes craignent une dissémination de la plante modifiée. En plein milieu viticole, on prend un risque énorme de pollution du vignoble alsacien. L'INRA assure que toutes les précautions sont prises. Les vignerons, pourtant les principaux bénéficiaires de cette recherche, sont très réservés. Le mot OGM risquant fort de faire fuir les amateurs de bonnes bouteilles. L'environnement encore, on parle souvent des espèces en danger, mais il y a aussi toutes celles qu'on découvre chaque année. Moins de 20% des animaux et végétaux existants seraient répertoriés. Il y a quelques semaines, c'est une nouvelle araignée, une mygale qui a été observée pour la première fois en Guadeloupe. Elle mord, mais elle n'est pas venimeuse. Frédéric Faure, Florence Mavic. Je me méfie quand même parce que quelquefois il peut y avoir des réactions très vives, assez rapides, sans qu'on s'en rende compte. Ça reste un animal qui est sauvage. Je n'ai pas forcément envie de me faire mordre, même si effectivement, a priori, c'est pas dangereux. Elle vivait ignorée depuis la nuit des temps à l'ombre du volcan de la Soufrière en Guadeloupe. Et voici qu'une équipe de chercheurs, en triant mousses et feuilles, repère cette petite araignée et la déclare nouvelle espèce. Baptisée Holotélé sulfurensis, elle rejoint l'immense famille des 2500 espèces de mygales existant dans le monde. Celle-ci vit la nuit, à 700 mètres d'altitude. Il faut être une vraie pro de l'arachnéen pour savoir que cette mygale ne ressemblait à aucune autre. Il y en a qui sont des araignées fourmis, il y en a qui sont des araignées crabes, il y en a qui sont des araignées loups. Et les captures de chasse sont très diversifiées. Donc rien que dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Car l'inventaire de la planète est loin d'être achevé. 1 800 000 espèces sont répertoriées. On pense qu'il y en aurait en tout entre 10 et 30 millions. Ne croyez pas que ces animaux ou ces plantes, on les découvre par hasard au détour d'un fourré. On choisit des régions, des écosystèmes dans lesquels, a priori, on pense que là, il y a des trous d'ombre. Il y a des taches blanches dans la connaissance de la biodiversité. Et en gros, on sait qu'on trouvera quelque chose. On sait qu'on trouvera quelque chose. Chaque année, de nouveaux animaux sont découverts. Holotélé sulfurensis va rejoindre ses sœurs sur les étagères du Muséum d'histoire naturelle. Dans ces bocaux se trouve l'une des plus belles collections d'araignées au monde. L'ouverture du Grand Pavois à La Rochelle, c'est l'un des plus grands salons nautiques d'Europe. 300 bateaux exposés à flot, autant en cale sèche. Le secteur est florissant. En France, les plaisanciers ont plutôt une préférence pour les bateaux à moteur. François Privat, Philippe Ritten. 15 mètres de rêve. Ce voilier luxueux est fabriqué à 8 exemplaires par an, avec une cabine conçue par un grand designer italien. Non mais c'est sublime. Confort et évasion, c'est ce que recherchent de potentiels propriétaires. Si vous avez 500 000 euros, autant les mettre là-dedans que de les mettre dans un bateau qui ne vous plairait pas. Mais en France, la navigation de plaisance fait la part belle aux bateaux à moteur. Plus de 7 embarcations sur 10. Actuellement, les semi-rigides, ces pneumatiques à coque intérieure en plastique, connaissent un grand boom. Et en ces temps de hausse des prix du carburant, un moteur économique peut devenir un argument de vente. C'est des produits qui sont très silencieux, très économiques. Donc aujourd'hui, avec le prix de l'essence, ça dépend de la vitesse. Pas d'effet pour l'instant sur les ventes, mais la préoccupation des plaisanciers semble bien réelle. Dès qu'on a un bateau comme ça, obligatoirement, la moindre sortie va vous coûter une centaine d'euros si vous restez pas loin et beaucoup plus si vous les tournez 3 ou 4 heures. Peut-être une alternative, le GPL, comme pour l'automobile. Côté pollution, pratiquement aucun rejet pour des performances quasi identiques. Mais le système récemment homologué et visiblement économique n'a pas encore reçu le feu vert de l'administration fiscale. Sur les moteurs à injection comme celui-ci, c'est la même consommation et c'est la même puissance. Donc autrement dit, je dirais qu'à budget équivalent, on se sert 2 fois plus du bateau. Ou alors on se sert autant du bateau à budget moitié. Sur la mer, la meilleure énergie alternative sera toujours le vent. Cyclisme en bref, Lance Armstrong indique qu'il n'exclut pas de disputer à nouveau un Tour de France. Depuis sa retraite, il évoque donc cette 8e participation pour, dit-il, emmerder les Français, ce sont ses mots. Réponse d'après lui aux accusations de dopage lancées et relayées plutôt par nos confrères de l'équipe à la fin du mois d'août. Cinéma pour terminer avec le Festival de Deauville et un film polémique et très dur sur le racisme ordinaire en Californie avec Matt Dillon dans le rôle principal, celui d'un policier. Pascal Deschamps, Vincent Bouffartigue. Look d'éternel adolescent, dégaine décontractée, cela fait 26 ans déjà que Matt Dillon traîne sa silhouette et sa gueule d'ange sur les plateaux de cinéma.
Une star discrète, modeste, accessible même. Bref, un petit gars qui ne se la pète pas, comme on dit. C'est vraiment un bon acteur et même dans la vie, il est très simple quand on le croise dans la rue par hasard. Découvert par Coppola dans Outsiders, où Tom Cruise et lui avaient des petits rôles, ils n'ont ensuite pas eu les mêmes chances ou fait les mêmes choix. Et de Drugstore Cowboy, où il apparaît en junkie, à Marie à tout prix, en dragueur beauf, il a tout essayé. Il le prouve aujourd'hui encore avec Collision, dans lequel il est le sergent Ryan, un flic raciste. Je vais essayer de vous regarder en oubliant le nombre de femmes blanches plus qualifiées que vous qui devraient être à votre place. Il est temps pour vous de rentrer chez vous. La plupart des gens, pour combattre leurs propres peurs et leurs propres difficultés, se retranchent derrière des généralisations et des préjugés. Dans n'importe quelle ville, tu marches, normal quoi. Tu effleures des gens te bousculent. À Los Angeles, personne ne te touche. Le film fait se rencontrer une dizaine de personnages, blancs et noirs, que tout sépare. Des coïncidences en forme de collision. Ces collisions vont permettre d'aller vers la vérité, en forçant les personnages à réévaluer complètement leurs certitudes. C'est la sensation du toucher. Elle nous manque tellement. On a besoin de se rentrer dedans pour ressentir quelque chose. Avec Collision, Matt Dillon poursuit donc son parcours original. Dès novembre, on le retrouvera dans le rôle de l'écrivain sulfureux Charles Bukowski. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, prudence donc encore dans le sud de la France. 20h55, FBI porté disparu. 1h moins quart, dernier journal, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30, vous retrouverez Télématin. On se quitte sur une image rare à New York, une image de tennis. 2 Françaises sur le court de Flushing Meadow pour une place en demi-finale des internationaux des États-Unis de l'US Open. Marie Pierce contre Amélie Mauresmo. Le match a débuté il y a une vingtaine de minutes. Que la meilleure gagne. À demain.